Bienvenue à notre podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre premier épisode avec notre invité Gabriel Moisin, podiatre et chercheur à l'Université de Trois-Rivières. Gabriel Moisin est un professeur au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2020. Il a également été chargé de cours de 2015 à 2019. Sa programmation de recherche porte sur l'évaluation orthopédique des patients atteints de troubles musculo-squelettiques ainsi que sur la biomécanique du pied et de la cheville lors de la locomotion, avec un accent particulier sur la façon dont les orthèses plantaires modifient la biomécanique des membres inférieurs. Gabriel Moisin est titulaire d'un doctorat de premier cycle en médecine podiatrique et d'une maîtrise en sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que d'un doctorat en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Il a également complété un postdoctorat à l'Université de Salford au Royaume-Uni et un postdoctorat à l'Université de Laval au Québec. Fait que dans le fond, il n'a jamais quitté l'école. Il a publié une trentaine d'articles scientifiques depuis 2016 dans les meilleurs journaux internationaux dans son domaine de recherche, comme Gait and Posture, Clinical Biomechanics. Ses recherches ont permis de développer des connaissances importantes sur de nouvelles méthodes pour effectuer l'évaluation orthopédique des patients, ainsi que les déficits biomécaniques chez les personnes atteintes de troubles neuromusculo-squelettiques, lors de la locomotion et sur la capacité des supports externes comme les orthèses plantaires. Aujourd'hui, je vais donner la parole à notre invité pour nous parler de son parcours un petit peu, de son implication auprès de la recherche à l'université, et de nous parler un peu de où est-ce qu'il voit les choses dans l'avenir de la podiatrie et de la profession, que ce soit à l'école ou que ce soit évidemment dans le quotidien des podiatres comme aujourd'hui. Fait que, sans plus attendre, Gabriel Moisin, bienvenue. Merci de l'invitation. Si tu permets, je pense Oui. qu'on pourrait y aller sur une tutoiement et par nos prénoms, on se connaît beaucoup trop pour se Oui, voyer. Donc, je pense que ça va être ça mieux va être comme plus ça. simple comme ça. Ouais, ça va être beaucoup plus naturel, néanmoins. Donc, merci de l'invitation, très content d'être là. Bon. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté. Dans le fond, on garde ça simple et léger. Pour faire un petit retour dans le temps, on a gradué ensemble en 2014. Il y a là 10 ans. Ça paraît pas, on n'a pas trop de cheveux blancs encore. Hein, c'est bien. Euh, Personnellement, j'étais allé directement en pratique avec une clinique et des patients. Euh, Gabriel, tu es allé directement ou presque à l'université. Tu es retourné au banc d'école, tu t'es dit, moi, je sors pas. C'est bien, c'est confortable. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait décider de, plutôt que d'aller pratiquer comme, je dirais, 99% des podiatres, tu as préféré plutôt aller dans l'aspect recherche, l'aspect universitaire. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? C'était quoi la réflexion à l'époque? Ouais, en fait, au-delà de j'ai jamais arrêté, j'ai même eu un overlap. J'ai commencé ma OK. maîtrise la dernière année de podiatrie, donc je trouvais que je passais des semaines de 80 heures de travail à 40 en quatrième année, je trouvais ça pas assez, moi j'ai décidé de me ramener ça à 80 ans. Mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait aller plus loin, qui voulait pousser davantage, qui voulait comprendre plus. Puis, en fait, je t'avouerais, j'ai toujours été très critique envers les enseignants que j'ai eus. Pas nécessairement de la mauvaise façon, mais je voulais tout le temps aller plus loin, aller un peu plus, même que je dirais que j'étais peut-être un peu des fois l'étudiant fatigant là, qui décollait jamais, là, qui voulait tout le temps aller plus loin, là. Puis Et pourquoi? je me suis rapidement rendu compte que il y avait beaucoup de questions que j'avais qui n'avaient pas de réponse qui me satisfaisaient, soit que la science n'avait pas encore de réponse à ça, ou que les cliniciens qui m'enseignaient, ben, le savaient tout simplement non plus. C'est là que je me suis rendu compte que bon, si je voulais réponse à mes questions, peut-être que je pourrais aller moi-même la chercher. Donc aller aux études graduées. Quand j'ai commencé la maîtrise, honnêtement, je voulais pas devenir chercheur, c'était vraiment pas ça le plan. Je OK. voulais juste approfondir un sujet. Puis à Tu force t'étais de dit me dans le fond qu'en allant en maîtrise, tu allais probablement avoir plus de connaissances que tu pourrais appliquer par la suite, dans le fond? Ouais, ça c'était la première des choses. Je voulais avoir plus de connaissances. Puis la deuxième des choses, ben je voulais laisser, pas, ça sonne un peu prétentieux, mais je voulais laisser ma marque en podiatrie, là. Puis je voulais aider à justement créer quelque chose dans la profession. Puis bon, ben, je me suis laissé prendre au jeu, puis finalement, j'ai décidé de continuer, de jamais arrêter, là. Mais, donner un exemple, un des Mhm. cours que j'ai le plus détesté à l'université, c'est mon cours de recherche. Ah, j'aime. Puis Donc, finalement, et là, ben, maintenant, t'es ça sonne resté beaucoup, dedans. là. Donc, voilà, il y a une différence entre un cours de recherche et faire de la recherche. Je pense qu'il y en a un qui est beaucoup plus plaisant que l'autre, là. Ouais, dans quel sens, dans le fond, le cours de recherche, c'était trop abstrait, pas assez appliqué, probablement? Ben, exact. En fait, c'est que c'est comme n'importe quoi. Au début, quand tu apprends quelque chose, c'est jamais super plaisant, là. Non. Mais quand tu deviens bon, c'est là que tu commences à y prendre goût. Donc, autrement dit, toute la poutine de base, c'est quoi un devis de recherche?
c'est quoi les statistiques, c'est quoi les types d'articles, ça, c'est toujours lourd, c'est lourd pour tout le monde. Ouais. D'un coup, tu comprends ça, c'est là qu'après ça, tu peux creuser davantage, puis te servir de ces notions-là à ton avantage pour mieux comprendre, pour développer un sujet. C'est ça que j'ai vraiment pas aimé au début. Mais là, maintenant, c'est un peu ce que j'aime le plus, c'est que maintenant, je suis capable vraiment de bien comprendre tout ce que je lis sans effort. Donc là, ben, sans effort, c'est pas Ouais. vrai, là. Mais c'est T'as là plus que. de jugement sur la lecture d'un article que que le personnage standard là-dessus, disons. Ah, ben tu sais, un article qui me prenait 5 heures à lire en 2014 que j'ai commencé, il me prend 30 minutes maintenant, là, donc c'est clair que c'était facile. Puis quand on rentre en maîtrise comme ça, justement, d'un point de vue externe, pas fait de maîtrise, euh, j'avais cru comprendre que la première chose qu'on fait, c'est une revue de la littérature, en fait, au complet, un petit peu, là, de faire un espèce de, de revue de tout ce qui a été fait dans le domaine, et après ça, on explore. Mets-moi un peu en contexte, là, par rapport à... Ouais, ben tu sais, en fait, la maîtrise, là, c'est pas compliqué, c'est que tu fais un projet de recherche de A à Z. Donc, OK. la maîtrise, c'est ça. Tu commences à zéro, puis tu finis avec un projet fini. Donc, c'est sûr qu'au début, ben, si tu veux régler un problème dans la littérature, ben, faut faire un état de ce qu'est le problème. Donc, OK. pour savoir ça, c'est clair, faut que tu fasses une revue de littérature. Puis par exemple, moi, mon sujet de maîtrise, c'était l'effet de l'orthèse sur l'activité musculaire. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment le cœur de ma recherche. Mais, tu lis pas juste sur l'activité musculaire et les orthèses dentaires, tu vas lire sur les types d'empreintes, la biomécanique de la marche, tu vas lire sur t'es vraiment très, très, très large pour comprendre ton sujet. Donc, c'est ça la revue de littérature, c'est que quand tu maîtrises, tu comprends pas juste ton sujet, tu vas vraiment aller Il faut très, que tu très comprennes tout ce qui est large. satellite, là. Ouais. Exactement, parce que sinon, ça fonctionne pas. Puis après, un coup que ta revue de littérature est faite, tu détermines c'est pas le problème que tu veux résoudre ou la question que tu veux répondre. Puis après ça, tu montes ton projet, tu montes ton protocole, puis après ça, ben, l'éthique, essayer ton projet, essayer ton protocole, tester les participants, analyser, écrire, puis graduer. Fait que Ça, je vais le avant de résumer. starter, voilà, comme tu disais, donc avant de starter, il faut que tu comprennes le domaine de la recherche, l'état des lieux en quelque sorte, de genre où est-ce qu'elle est rendue la recherche en biomécanique, en orthèse, en moulage, en technique, et dans le contexte que tu fais, que là, je vois une vision globale du casse-tête, où est-ce qu'il est rendu, pour mieux savoir quelle pièce du puzzle tu vas pouvoir y rajouter, dans le fond, là-dessus. Absolument, c'est Ouais. exactement ça. C'est la meilleure analogie que ce qui Puis est connu. justement, quand tu as analysé toute la littérature, moi je suis curieux, qu'est-ce que tu as découvert là? Qu'est-ce qui t'a frappé comme, hey, voilà l'état des lieux, comme, ok, c'est ça la situation en biomécanique, c'est ça la situation en orthèse. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus là, disons? Ce qui m'a frappé le plus, c'est que ce qu'on m'a enseigné en biomécanique, en orthèse, ben, je retrouvais pas ça dans la littérature. Ok? Puis je veux pas que ça a l'air d'une critique, parce que c'est pas ça du Non, tout, non. là. Euh, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient véhiculées comme idées, que quand j'essayais de retrouver cette information-là dans la littérature, ben, c'était absent ou très peu présent. Puis ça, c'est une des critiques que j'ai, autant du point de vue clinique que du point de vue recherche, c'est que les deux s'entendent pas. Mhm. En fait, pas ne s'entendent pas, ne se comprennent pas bien. Euh, donc moi, ce que je voulais faire, puis honnêtement, c'était ultra prétentieux à l'époque, là. Puis ça témoignait vraiment d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la recherche, là. Des fois, j'avais l'intention de prouver quelque chose à la maîtrise. Je voulais Mhm. prouver que l'orthèse faisait ça. Mais c'est tellement une mauvaise façon de voir les choses parce que la recherche, Ouais. c'est pas pour prouver quelque chose, pour vérifier, valider, invalider. Moi, dans ma thèse, ce que je voulais faire, c'est que Je comprends. une orthèse avait une certaine spécificité. Là, moi, j'ai travaillé sur une orthèse avec une barre latérale. Puis je voulais montrer que la barre latérale, ça fonctionnait. Mais c'est pas comme ça que la recherche doit être faite. C'est, j'ai une hypothèse, je pense que la barre latérale sur l'orthèse va faire ça, donc je le vérifie. Je sais pas de le prouver, j'essaie de voir si c'est vrai. Mais je me suis rendu compte, bref, pour revenir à ta question dans la Mhm. littérature, il y avait quand même beaucoup de choses on m'était enseignées que je retrouvais pas. Et à l'inverse, des fois, il y avait des informations complètement contradictoires. Fait que c'est là que j'ai vu à quel point il y avait du travail à faire dans ce domaine-là. Puis ça m'a motivé à continuer. Je me suis dit, après mon projet de maîtrise, ben oui, j'ai fait un petit morceau du casse-tête, mais le casse-tête, c'est pas un 24 morceaux, c'est un 10 000 Ouais. morceaux. Donc, il m'en reste quand même pas mal à faire, là. Ouais. Puis, ouais, ça, comme tu disais, dans le fond, on ne va pas avec le concept d'arriver que je vais prouver que l'orthèse fonctionne. C'est impossible. Bon, ça, il y a tellement de facteurs dessus, tellement de pièces à l'équation d'une orthèse plantaire, qu'on y va par hypothèse et solution. Puis justement, quand je lisais un peu les articles que tu as publiés au fil des années,
Tu avais beaucoup focusé hein, sur la colonne latérale, hein, beaucoup sur cet aspect-là. C'est quoi la... Pourquoi ce côté-là principalement? J'ai comme l'impression que c'est parce qu'il y a moins de variables peut-être, comme c'était plus Non, en simple fait, à... Oui, vas-y. non, ben, c'est une bonne question, puis honnêtement, je me la suis posée, puis quand je suis revenu en arrière, je me suis dit, pourquoi j'ai travaillé là-dessus? C'était un peu bizarre comme choix, moi, je dirais. Surtout que les Euh, pathologies sont plus souvent médiales que latérales. Fait que ben, c'est ça. Puis honnêtement, c'est intéressant. je me suis vraiment, tu sais, je me suis alourdi la tâche en faisant ça, là. Mais bon, c'est assez mon genre, là. Mais c'est clair que, tu sais, il y a beaucoup d'autres pathologies ou de types d'orthèses qui auraient été beaucoup plus faciles à analyser. Hmm. Ça vient, en fait, d'une discussion avec un clinicien, OK. que la réponse m'avait fâché. J'avais demandé c'était quoi l'effet d'une barre latérale sur une orthèse, puis bon, justement, la réponse était, d'un clinicien à l'autre, était ultra variable, voire opposée. Puis j'ai Ouais. essayé de trouver la réponse, puis il n'y avait pas la réponse. Donc, ça venait d'une frustration que personne, il y avait trop de variabilité d'une personne à l'autre, puis je trouvais pas la réponse à ma question. Donc là, je suis allé là-dedans à la maîtrise. Puis à la maîtrise, j'ai trouvé des résultats intéressants. J'ai trouvé que l'ajout d'une barre latérale, ça diminuait l'activité des muscles fibulaires à la marche. Et donc, c'est là qu'au doctorat, j'ai dit, ah, ben cool, mais j'avais une population sans douleur à la maîtrise. J'ai dit, ben, je vais essayer sur une population avec des symptômes. C'est là que j'ai commencé à travailler sur les stabilités chroniques de la cheville. Donc, je voulais voir si, pour une population pathologique, à ce moment-là, on pouvait avoir les mêmes effets. Donc, c'est pour ça que j'ai continué là-dessus. Mais depuis la fin de mon doctorat, j'ai pas retravaillé là-dessus, là, justement. Et disons, pour quelqu'un qui ne s'est pas mis nécessairement à jour sur la littérature, c'est quoi tes découvertes intéressantes là? C'est quoi tes insights? Même si on va inviter les gens évidemment à lire les différents articles qui ont été publiés, c'est toujours intéressant, ne serait-ce que les abstracts pour comprendre le tout et les conclusions. Qu'est-ce que tu as identifié par rapport à la colonne latérale et les pathologies justement fibulaires? Ouais, ben en fait, c'est une bonne question. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité. Puis ça, c'est vrai pour toute la littérature sur l'orthèse. C'est qu'encore en 2024, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à cibler qui va bien réagir au niveau biomécanique avec une orthèse. Hmm. Donc, il peut y avoir deux personnes avec, disons, deux jumeaux là, identiques, là, mais ça se peut qu'un réagisse super bien, puis l'autre super mal. Alors, ben, super mal. Donc, les effets sont très prononcés chez une personne, beaucoup moins prononcés chez l'autre. Puis on se demande un peu pourquoi. Oui. Mais ce qui ressort de mes travaux sur la barre latérale, c'est que les gens qui ont une colonne latérale très rigide, donc des pieds creux rigides par exemple, Ouais. ben, ont tendance à avoir moins d'effet à avoir une barre latérale. Pourquoi? Ben, c'est qu'en ayant une arche très élevée, l'arche latérale, ben, c'est qu'elle est déjà super rigide. Donc si tu rajoutes une barre latérale en dessous, ben, Ça fera pas grand-chose. tu sais, elle écrase pas quand tu marches, mais même si tu rajoutes de quoi, elle écrase pas plus, elle va juste Ça rien fait du sens. faire, donc il n'y aura pas d'effet. Mais chez des gens qui ont une arche latérale plus flexible, Mobile. disons, Mhm. c'est là on permet plus de jeu. Donc, à ce moment-là, la barre latérale est un peu plus efficace. Mais chez les personnes avec instabilité chronique, honnêtement, les effets étaient super, super mitigés, voire pratiquement Ouais. inadéquats, là. Euh, donc, à ce moment-là, moi, honnêtement, c'est difficile de recommander une barre latérale sur une orthèse pour une population avec une instabilité chronique de la cheville. Et de toute façon, je pense qu'une orthèse plantaire n'est pas le traitement à prioriser pour une instabilité chronique de la cheville, là. Il y a beaucoup, beaucoup plus de. Il y a d'autres traitements beaucoup plus efficaces qu'une orthèse plantaire de toute façon que cette pathologie. Au niveau de l'orthèse en général, justement, comment vous analysez lors de la recherche, encore une fois, d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas nécessairement été, euh, comment dire, été lire sur comment une étude sur la biomécanique, sur une orthèse plantaire est faite? Comment ça marche, la recherche, pour aller analyser justement, par exemple, l'instabilité de la cheville? Est-ce que vous mettez des capteurs sur la cheville, après ça sur l'orthèse, puis voir le mouvement? Comment les choses sont analysées? Ouais, ben Un en petit fait, insight là sur la recherche. ouais, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben en fait, un testing, une collecte de données pour une analyse biomécanique, ça prend peut-être 2 à 3 heures, dépendamment du nombre de tâches. Mais j'ai des étudiants présentement là, qui font des projets avec 5-6 tâches, ça prend à peu près 3 heures, 3 heures et demie. OK. Des projets plus simples, là, 2 heures, 2 heures et demie. En gros, il faut faire les orthèses. Après ça, il y a des marqueurs qu'on appelle cinématiques, qui sont positionnés un peu partout sur le membre inférieur, bassin, jambes, pieds. Ces marqueurs-là, en fait, faut faire ça simple, là, c'est des marqueurs réfléchissants. Donc, ça OK. réfléchit à l'écran rouge. Donc, il y a une caméra dans le laboratoire
qui envoie de l'infrarouge, qui est reflété sur les marqueurs, qui retourne vers les caméras. Puis ça, ben, ça nous permet de voir les marqueurs sont où en temps réel. Puis là, ben, avec des calculs mathématiques, on est capable de recréer les sortes particulières, par exemple de la cheville, du mésiocrime, Ah, cool. du Vous gros avez vraiment orteil. le data exact du mouvement qui se fait là-dessus. Les Ouais, orthèses qui sont... Oui, vas-y. ben, en fait, ça reste une simplification, là, dans le Oui. sens que le nombre d'os dans le pied, ben, la seule façon de les analyser un par un, ça serait de faire une imagerie médicale, là, de la Ouais. fluoroscopie ou autre, là. Donc, ça Ouais. reste une sursimplification, mais malheureusement, le pied, c'est très difficile à analyser. Là, Ouais, c'est il un y a peu comme beaucoup de ça qu'on d'informations. l'analyse. Puis après, ben, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, là, des plateformes de force qui calculent les forces au sol, des semelles de pression plantaire pour avoir les pressions avec les orthèses. J'ai travaillé beaucoup avec le MG, donc l'électromyographie, Ouais, pour qui savoir qu'est-ce analyse qu'il fait. Mhm. qui analyse l'activité électrique des muscles du doigt inférieur. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Mais, euh, mais plus on ajoute de choses, plus le protocole prend du temps, plus c'est complexe, plus les participants se fatiguent, moins ils veulent participer. Ouais. Donc, il faut essayer de De simplifier les choses. Au niveau des orthèses que vous utilisez, justement, c'est quoi c'est quel genre d'orthèse? Est-ce que vous faites tout à l'interne ou est-ce que vous faites affaire avec un laboratoire? Comment l'orthèse est faite? Puis c'est quoi justement? Simple curiosité au niveau des recherches qui sont faites, parce que ça, c'est un gros facteur de variabilité là, entre le clinique et la recherche, étant donné qu'il y a tellement de laboratoires, il y a tellement de façons différentes de mouler, il y a tellement d'approches qui sont juste pas standardisées à travers toute la pédiatrie, encore plus si on va à large orthésiste et tout, c'est chacun est quasiment à sa sauce à lui. Dans la recherche, je présume que c'est une des complexités là, d'essayer de trouver l'espèce de fibre commune entre toutes ces variantes-là pour essayer de faire une orthèse. Comment vous décidez? Puis qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement est-ce que par exemple entre les articles qui ont été publiés, vous avez essayé de garder le même type d'orthèse pour qu'il y ait une continuité ou pas nécessairement? Ben, en fait, dans la littérature, Oui. la grande majorité, là, c'est 95% et plus, c'est des laboratoires externes, ou des laboratoires privés. OK. À l'UQTR, on a la chance, puis c'est une chance pratiquement unique au monde, là. Je ne veux pas dire unique, là, mais on est dans les très peu nombreux au monde à avoir un laboratoire d'orthèse en même à l'université. Ça, ce que ça permet, c'est vraiment d'avoir un contrôle de qualité de ce qu'on veut dans l'orthèse. Donc ça, c'est vraiment une Mm. chance unique. C'est fabriqué par la même personne tout le temps. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Puis quand on veut faire changer, par exemple, juste un, un, euh, une spécificité de l'orthèse, on veut juste changer une chose, ben, on le sait qu'il y a juste une chose qui va changer parce qu'on a un contrôle de la qualité de A à Z. Donc, moi, à l'université, c'est comme ça qu'on le fait. Euh, c'est sûr que, bon, là, il y a tout le temps la question de, oui, l'orthèse est vraiment spécifique à ce qu'on veut faire, mais Ouais, est-ce qu'elle est représentative de cliniquement ce qui est utilisé? Donc là, c'est un c'est peu ça. le. Le Faut essayer de dilemme, ouais. balancer tout ça, le meilleur possible. Mais moi, une des critiques que j'ai justement dans la littérature, parce que je suis critique envers le. Avec à peu près tout ce que je fais, j'essaie de voir c'est quoi le problème et d'essayer de l'optimiser. Je pense que c'est un peu le défaut des chercheurs. On essaie tout le temps de trouver des solutions. Des fois, on crée des problèmes pour trouver des solutions, mais bon, ça, C'est c'est ça. autre chose. Mais dans la littérature, les orthèses utilisées sont souvent très génériques dans un objectif de standardisation de l'outil. Là. J'ai le device Ouais. là, de l'orthèse, là, de la standardiser pour enlever les covariables entre les personnes. Mais ce qui arrive, c'est que, dépendamment des gens, l'orthèse peut avoir à être plus rigide, moins rigide pour avoir le même effet. Mais quand on prescrit la même orthèse un peu générique à tout le monde, ben c'est qu'on dilue un peu notre effet. Fait que là, on arrive avec des études des fois qui ont des résultats soit moyens ou, tu sais, ou contradictoires. C'est vraiment à cause d'une orthèse qui a été utilisée. Donc moi, dans mes projets, j'ai travaillé plusieurs années à essayer de apprendre plusieurs types d'orthèses par projet pour voir, OK. par exemple, quelqu'un qui a des petits plats mais d'essayer de voir plusieurs types d'orthèses, lesquels vont faire un effet biomécanique qui est significatif, lesquels qui le feront pas. Comme Fait que là, tu le prends là, dans l'autre sens en quelque sorte. Tu prends par la pathologie ou la forme du pied. Après ça, tu essaies différentes orthèses pour voir l'effet que ça a sur cette même chose. ouais, ben, en fait, c'est ça, c'est de voir, c'est pour cette population-là, quelle orthèse a un effet. Parce que là, ce qui arrive dans la littérature, c'est souvent, on dit, bah, l'orthèse sur mesure n'a pas eu d'effet.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas les orthèses au sens large. C'est Cette l'orthèse que orthèse-là. tu peux Ouais. utiliser. Mhm. Puis on a fait un projet super intéressant. J'ai eu une étudiante colombienne en génie biomédical qui est venue au laboratoire pendant une session, pendant 4 mois. Puis on lui a fait faire un projet en génie mécanique de regarder la rigidité d'une coquille d'orthèse en fonction de comment elle est construite. Puis juste d'ajouter un stabilisateur en avant et en arrière, ça faisait à peu près 3 fois plus rigide. Oui. Ouais. Donc dans l'arche. Et si on passait par exemple d'une coquille de 2,6 à 3,4, de mémoire, ça augmentait d'à peu plus ou moins 50% la rigidité de l'arche. Mais Ouais, si c'est tu les passais. variations cliniques là, qu'on va souvent voir, là, entre 2,6, 3,4, gros Ouais, c'est max ça. 4 Donc, qu'on va voir. donc on augmente de 50%, ce qui est quand même Significatif. Ouais. significatif, mais si on passe de la même orthèse, disons en 2,6 mm, puis on Mhm. l'amène avec des stabs avant-arrière, on risque de monter de 300% au lieu de 50. Donc, si on veut augmenter la correction d'une orthèse, mettre des stabilisateurs, c'est beaucoup plus efficace que d'augmenter Ouais. l'épaisseur. Fait que, tu sais, ça, c'est des projets que j'essaie tranquillement d'intégrer. C'est moins naturel pour moi parce que c'est des projets plus en génie. OK. Mais par exemple, j'ai un projet présentement, un étudiant de doctorat qui travaille avec un collègue, Stéphane Sabzac, qui est un anatomiste. OK. Puis on a un projet sur cadavre. Donc, on essaie plusieurs types d'orthèses sur des spécimens cadavériques. On met des sensors dans les tendons, dans le fascia plantaire, puis on regarde vraiment au niveau anatomique qu'est-ce que ça fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'études fondamentales qui n'ont pas été, qui ont Genre, pas la été base faites. n'a pas été analysée à Ouais, ce la point-là. base, tu sais, on essaie de construire le toit sans avoir construit la fondation, là. C'est intéressant parce qu'en clinique, par exemple, c'est quelque chose instinctivement, on l'utilise. Tous les podiatres vont avoir le réflexe de jouer avec les stabilisateurs pour jouer dans la rigidité d'une orthèse ou sa flexibilité, dépendamment de ce qu'on vise à faire. Mais effectivement, il n'y a pas nécessairement de backing derrière. C'est comme instinctif, on le voit. À force d'en faire, on le détecte, qu'il y a un lien. Mais ça va être intéressant justement de pouvoir avoir enfin quelque chose qui nous le prouve à l'extérieur des cliniques, mais au niveau de la recherche. Fait que c'est intéressant parce qu'on aurait en tête que c'est un chercheur de ton style qui le ferait, mais make sense que ce soit un ingénieur, dans le génie biomédical, vu que c'est de la mécanique, c'est pas tant de l'anatomique finalement, si on veut. Un hybride des deux en tout cas. Ben, en fait, ce qu'on voit en recherche, puis c'est intéressant Ouais, ce que tu dis, c'est que en recherche, de plus en plus, ce qui est financé comme projet, c'est des projets intersectoriels. Donc, ce qu'ils ok. veulent, c'est d'avoir quelqu'un en santé, quelqu'un en génie, ou quelqu'un en santé, quelqu'un en société, culture, non plus qualitatif, par exemple. Donc, ils veulent avoir un maillage entre les différents secteurs pour justement faire des projets comme ça qui sont plus novateurs. Donc ça, c'est le meilleur exemple. Tu as le Ouais. professionnel de la santé qui connaît plus le côté clinique, t'as un génie biomédical qui connaît plus le côté mécanique. On met les savoirs ensemble, ça fait des projets hyper intéressants. Ouais, puis c'est le fun parce que dans le fond, l'un et l'autre, on est clos dans notre écosystème de genre savoir et de point de vue, puis on a de la misère à voir à l'extérieur. Alors que quand un autre point de vue comme un ingénieur arrive, quelque chose de fondamental pour nous, bah pour lui, ça ne l'est pas, mais et vice-versa, quelque chose pour lui que c'est un principe de levier physique de base que nous, on l'a juste jamais compris comme ça. Ou pas là, il y a des intersections intéressantes. Mais c'est le fun, c'est bien, c'est des beaux projets qui sont financés. Puis ça, c'est un aspect que les gens oublient. C'est que la recherche, ça prend de l'argent. Puis d'aller sourcer justement d'où viennent ces fonds-là. C'est important. Le gouvernement donne des subventions beaucoup, mais je me dis, est-ce qu'il y a des entreprises comme des laboratoires, par exemple, d'orthèse, qui vont aller subventionner de la recherche, ou est-ce que vu que ça viendrait d'un, comment dire, d'un composant qui serait biaisé, vu que c'est dans leur intérêt, est-ce qu'à ce moment-là, on est moins à l'aise? Est-ce qu'on en prend moins? Je pense par exemple aux pharmaceutiques qui vont faire de la recherche sur des médicaments, mais on se pose toujours la question, est-ce qu'ils vont le publier, l'article qui va dire que leur médicament fonctionne moins? Tu comprends ce que je veux dire là, par rapport à ça? Comment tu vois ça? Ouais. Ben, en fait, c'est juste pour faire un pas en arrière, là, Oui. la podiatrie, là, la recherche en podiatrie, là, c'est quand même très jeune au Québec Ouais. et au Canada. Tu sais, si on recule en 2014, quand j'ai commencé ma maîtrise, ouais, 2014, euh, on était peut-être 3 étudiants de maîtrise peut-être. Il y avait pas d'étudiants au PhD. Il n'y avait pas de professeur avec un PhD à travers le Canada. Donc, on s'entend que moi et Vacherie Blanchette, ma collègue, on est arrivés, on a décidé de développer, de faire une carrière là-dedans, T'as mais débroussaillé. on avait vraiment l'impression d'avancer à tâtons dans le monde. Ouais. Tu sais, un doctorat en général, c'est déjà quelque chose de très difficile. Mais nous, en plus, qu'on avait
le, Le défi la joie supplémentaire d'être d'être les les premiers. premiers. Voilà. Ouais, puis ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que les personnes qui nous supervisaient, au-delà de leurs compétences qui étaient super grandes, j'ai eu vraiment un bel encadrement au PhD, là, dans un Ouais. kinésiologue et un chiro comme superviseur. Mais ça reste que c'est des domaines qu'ils connaissaient peut-être un peu moins. Donc, en plus, tout le côté podiatrique de mon projet, ben, j'étais comme un peu tout Le seul premier. là-dedans, là. Ouais. Mes collègues d'Eugénie, c'est un peu la même chose. Donc, on a vraiment, tu sais, débroussaillé tout. Puis après ça, quand on arrive sur le marché du travail comme professeur-chercheur, ben c'est que là, après ça, on n'a pas de mentor, pas de PhD qui nous inclut dans leur projet, qui Qui nous vous donne des. ramène, par exemple, à quelque chose. Ah oui, ah, j'ai un projet financier, j'ai 1 million de dollars. Regarde, je vais te donner la moitié, toi, t'es responsable de telle partie, moi de telle partie. Mais tu sais, il n'y a pas ça parce qu'il n'y a pas encore ça. La plupart des pays, tu sais, c'est comme ça. Les vieux chercheurs, ben, ils vont aider les plus jeunes en rentrant. Puis là, c'est comme un service que la première génération rend à la deuxième. Puis Ouais, ça mais c'est. nous on n'avait pas ça. Puis justement, la semaine passée ou l'autre d'avant, il y a eu une annonce de la Fondation Chiropratique qui donnait, je pense, 500 000 à 4 ou 5 qui est professeur, chercheur, un chiro. Donc 25 000 par année pendant 5 ans par chercheur ou quelque chose comme ça. Mais en pédiatrie, on n'a pas ça. Il n'y a pas de fondation pédiatrique, il n'y a pas d'organisme subventionnaire. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est oui, aller chercher de l'argent au gouvernement. Mhm. Mais ces subventions-là, par exemple au Canada, IRSC qui est en santé, ça doit être 20% de taux de succès, là. Donc, Ils sont stricts disons dans que leurs 20%, critères ça de veut dire qu'à chaque sélection. 5 fois, tu l'as une fois. Ouais. Donc, c'est très difficile d'aller chercher de l'argent. Puis oui, il y a pour venir à ta question, il y a tout ce qui est entreprises qui peuvent financer. Moi, je vois pas ça d'un côté très négatif. Euh, Tant aussi longtemps que les compagnies n'ont pas droit de regard sur la façon que la recherche est faite. Si, par exemple, l'entreprise, la plupart du temps, c'est comme ça, honnêtement, là. Ils disent, ben, parfait, on veut financer tel projet. Donc, les objectifs, c'est ça. Après ça, de la méthodologie, ça vous appartient. L'interprétation des résultats, ça vous appartient. Nous, on est là juste pour vous permettre de le faire. À ce moment-là, honnêtement, moi, je vois ça d'un bon œil. Par contre, si les entreprises veulent aller jouer au Mettre niveau leur sel, là. méthodologique ou Ouais. interprétation, là, c'est problématique. Effectivement. Parce que là, il y a un conflit d'intérêts qui est flagrant, là. Mais D'un point présentement, de en vue. pédiatrie, Ouais. c'est majoritairement gouvernementaux comme Ouais, pour subvention. l'instant. Parce que je vois, dans le fond, en pédiatrie, en général, en orthèse plantaire, c'est tellement. il y comme tu disais, l'un des enjeux, c'est qu'il n'y a pas assez de participants nécessairement. Il y a un manque de volume de choses. Il y a beaucoup de variables aussi. C'est en travaillant avec des laboratoires, l'avantage que je verrais, c'est le volume de data. Ce serait plus intéressant, plus gros. Il faudrait juste après ça comment dire, le baliser un petit peu là-dessus. Mais ce serait une des façons potentiellement, tu me corrigeras, là, que si on veut aller chercher plus d'informations, d'utiliser un plus gros bassin à travers des laboratoires qui seraient à l'aise de partager leur data pour aller justement accélérer la validation d'informations de base. Parce que comme on dit, les bases, on les a pas encore nécessairement. Comme est-ce qu'un stable avant ou un stable arrière fait une différence sur la Oui. rigidité? Oui. Mais après ça, est-ce qu'il y a des articles qui le back? Non. Mais d'avoir justement euh, une structure là-dessus serait intéressant. Dans ton monde idéal, si tu avais genre ressources illimitées, candidats illimités, comment tu structurais, qu'est-ce que tu chercherais, comment tu le structurais au niveau de l'orthèse plantaire? Comme projet, Mhm. mon Dieu, c'est une grosse question. Il Ouais. faut aller un peu partout. Oui. Oui. Quand c'est regarde le truc Ben, fondamental que tu dirais, si je pouvais le valider, celui-là, là, ça serait bien, là. en fait, c'est un peu ce que je suis en train de faire présentement. C'est Mhm. sûr que d'avoir une coupe de 100 000 de plus, ça m'aiderait beaucoup, là. Mais j'ai un financement en sciences naturelles et génie. Donc, OK. moi, j'ai un profil de recherche qui est à cheval entre santé et sciences naturelles et génie. Et en général, en sciences naturelles et génie, c'est un peu plus facile d'aller chercher de l'argent. Donc, dans ce programme-là, ce que je veux faire, c'est de tester beaucoup de personnes, beaucoup de variables biomécaniques avec et sur les orthèses, et d'essayer de créer mais pas un algorithme. L'algorithme, c'est peut-être un peu fort comme terme, là, mais de voir les variables prédictives d'efficacité. Donc, autrement dit, de dire, ben, les gens qui ont des pieds plus plats, qui ont plus d'éversion à la marche, qui sont plus âgés, qui sont moins pesants,
ben, eux, en général, leur thèse fonctionne hyper bien pour modifier la biomécanique. Là, je dis n'importe quoi, mais. Ouais, ouais, Euh, ouais, mais à l'inverse, les gens qui ont des pieds très creux, super rigides, qui sont en surpoids ben, eux, leur thèse, elle fonctionne pas du tout. Donc, ça, en ayant un- je veux dire, j'ai utilisé le mot algorithme, même si c'est pas le mot plus précis, mais cliniquement, on pourrait dire, ben, cette personne-là, clairement, elle coche aucun facteur. Donc, si je fais une orthèse, les chances sont que soit beaucoup moins efficace. Par rapport à lui, que, hey, mon Dieu, je coche tout. Donc, l'orthèse, je peux m'attendre à ce qu'elle ait une efficacité biomécanique très, très grande. Donc, ça, c'est vraiment un projet que je suis en cours, là. C'est mon prochain 4 ans. C'est un projet de 5 ans qui est financé sur 5 ans. Et ah, ça va être un après beau projet, ça. Oui. ça, la prochaine étape, c'est de voir ben, une orthèse optimisée biomécaniquement chez les bonnes personnes. Mais est-ce que pour des gens qui ont des pathologies, est-ce que c'est vraiment plus efficace qu'une orthèse standard, par exemple? Oui. Donc, c'est ça, en fait, mon cheminement. Je viens de te résumer ce que je veux faire dans les 10 prochaines années, hein. Fait Donc, identifier les variables qui influencent l'intérêt ou pas de faire une orthèse. Puis même pour le patient, ça va être intéressant pour lui parce qu'il va pouvoir avoir les expectations réalistes de, OK, voici dans quel profil tu t'intègres, les chances qu'une orthèse fasse un effet sont plus élevées que, ou plus faibles. Fait que, sans nécessairement dire qu'on n'en fera pas une orthèse sur ce candidat-là, ben, les chances qu'elle va avoir une influence vont peut-être être moins élevées et si le patient fait une décision éclairée en conséquence et que le clinicien l'utilise de la bonne façon, ça pourrait être un bel intérêt. Oui, définitivement, c'est une belle façon d'identifier les facteurs. Puis par la suite, avec ça, l'intégrer avec des pathologies, puis essayer de voir la corrélation avec les pathologies. ouais, exact. Puis, avec l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus facile de faire ce genre de projet-là parce que tu vas nourrir l'intelligence artificielle de plein de données. De data, ouais. Et lui, il va être capable de faire des analyses beaucoup plus poussées, beaucoup plus rapidement que faire ça à la mitaine, là. Non, ouais. Donc ça va aider beaucoup, là. Donc on va pouvoir nourrir avec beaucoup, beaucoup de personnes. Puis je vois ça dans un horizon de 10 ans, là, l'intelligence artificielle va tellement rapidement que les chercheurs comme moi n'auront pas le choix de s'y intéresser parce que sinon, je vais me faire larguer par des chercheurs qui vont le faire, là. Donc j'aurai pas le choix, là. Ouais, surtout si on intègre en fait juste l'informatique à l'orthèse plantaire, c'est-à-dire que si on fait l'acquisition de données avec Scan 3D, si on fait la construction digitale, ben, toutes ces datas-là qui ressortent de ces informations qui sont obtenues, ben, ce sera pas compliqué à ce moment-là de les nourrir à une AI pour aller synthétiser les informations, puis trouver même des pistes que l'humain n'aurait peut-être pas imaginées. C'est ça qu'il découvre là, de plus en plus, là, des pistes de solutions qui sont pas nécessairement envisagées par l'humain. Ah, là, on est rendu loin. Si on revenait au niveau des bancs de classe, là, justement, quand tu es rentré comme enseignant, justement, tu as fait beaucoup de recherches et tout, mais si on revient au fondamental de l'enseignement, justement, après avoir fait ta maîtrise, ta synthétisation de la littérature, puis en voyant l'état des lieux, c'est là où tu as amené un certain changement dans la façon comment c'était enseigné quand tu as eu un poste à ce moment-là. Comment ça s'est passé? Mais nous, en contexte, là, comment tu as vu les choses en arrivant? Puis qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place en conséquence? Ouais, ben moi, en fait, j'ai commencé à enseigner en 2015. Donc, ça Mhm. faisait un an et quelques mois que je pratiquais. Puis bon, faut se remettre en contexte. En 2014-2015, le programme avait 10 ans. Donc, on avait quand même une pénurie d'enseignants. Et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui, là. Les gens qui Appel veulent à tous. s'impliquer, c'est pas trop compliqué de venir s'impliquer. Mhm. Donc, ça arrive souvent qu'on donne des charges de cours à des étudiants gradués pour justement leur permettre de baigner là-dedans. Donc, au début, honnêtement, j'enseignais, mais bon, j'enseignais pas des cours en biomécanique à la base. J'avais quand même peu d'impact, là, dans le sens que j'enseignais mon cours, c'est tout, j'avais pas de capacité décisionnelle, d'autorité, disons. Euh, mais les gros changements, ça, en général, dans la communauté pédiatrique, ça surprend quand je dis ça, mais les gros changements sont passés quand j'étais même pas professeur. En fait, j'étais zéro impliqué à l'UQTR dans ce temps-là. OK. J'étais au postdoc à l'Université Laval à Québec. Donc, l'année de pandémie, là, moi, j'étais au postdoc pendant ce temps-là. Mais bon, j'étais impliqué dans les discussions quand même parce que j'avais un poste, puis donc je savais que je rentrais en décembre Voilà. 2020, là. Tu étais dans le board, Mais mais tu n'étais pas celui qui décidait nécessairement. non, ben, tu sais, j'étais invité dans les discussions parce que bon, je savais que ça m'intéressait, que c'était dans mon domaine et que c'est un peu moi qui allais comme continuer ça, mais comme rentrer en poste. Mais c'était vraiment une décision de bon.
Puis la décision, c'est quoi? Ben, c'est de se baser sur ce que la littérature disait sur la meilleure façon d'approcher une blessure musculo-squelettique. Puis ça, ben, on savait d'emblée que ça allait être un défi monumental parce que ça faisait 50 ans que la biomécanique, les musculo-squelettiques étaient faits de la même façon ou avec une évolution quand même pas si grande que ça dans les années 70. Mais c'est fait un peu partout dans le monde, là. Tu sais, on n'a rien inventé, là. En Europe, en Australie, par exemple, c'est fait, puis bon, ça va bien, là. Le problème que nous, on a au Québec, c'est qu'on est beaucoup calqué sur le modèle américain, puis le modèle américain, ils sont un peu à la traîne là-dessus. Le Mm. modèle américain, ils sont vraiment plus, ils s'orientent de plus en plus vers la chirurgie, donc il y a moins d'innovation pour tout le reste, là. Mais l'objectif, en fait, du changement de paradigme, là, c'est le même que j'ai la tienne, c'était d'avoir une cliniquement, d'être un peu plus rigoureux cliniquement. Ce que je veux dire par là, j'essaie de Vas-y. pas me mettre les pieds dans les plats non plus. Ce que je veux, en fait, c'est que les étudiants, ce qu'on veut, c'est que les étudiants aient une pensée critique. Donc, autrement dit, j'ai un patient devant moi, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Comment je devrais le faire? Et où je m'en vais avec ça? Parce que la vieille méthode, c'était ultra sécurisant pour les cliniciens, là, parce qu'on savait qu'un patient musculo-squelettique qui rentrait, on savait qu'on allait faire l'examen biomécanique. On allait poser X, Y, Z questions. Puis on savait qu'indépendamment de ce qu'on trouvait à l'examen, on allait faire X ou Y traitement. Donc ça, c'était ultra sécurisant parce que c'est une recette de A à Z. Malheureusement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la recette, il y avait plein d'étapes inutiles. Puis il y avait même des étapes qui nous amenaient vers une fausse piste. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de réduire ça au minimum. De dire, ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est plus à la carte. À la carte, c'est quoi? C'est que le patient devant nous arrive avec un problème. Par exemple, une fasciite plantaire, qui est le problème le plus commun qu'on voit Oui. en termes de douleur. Ben, parfait. Une fasciite plantaire, c'est associé à quoi? Ben, quel test je devrais faire? Est-ce que je regarde s'il y a un équin? Oui, je vais faire un test d'équin. Est-ce qu'il y a de la douleur? Oui, je vais faire de la palpation. Est-ce que c'est lié à une rotation de la hanche? Non. Bon, ok, mais pourquoi regarder la rotation de la hanche? Donc, c'est plus dans cette optique-là. Et ça force les étudiants à développer une pensée critique au lieu de, justement, de ne pas se poser de questions, faire toujours la même chose. Mais c'est clair que c'est ultra insécurisant de faire ça. Parce que les étudiants, quand ils ont commencé ça, ben, ils savaient pas trop où s'en aller. Les cliniciens qui les encadraient savaient pas trop où s'en aller. Donc, ça a créé au début quand même une onde de choc, là, je dois l'avouer, là. Surtout que ça a été fait en période pandémique, ce qui était vraiment pas la meilleure période, là, ça c'est clair. Non, Mais je exact. dois dire que 4 ans plus tard, je suis content d'où ce que ça s'en va, là, même si clairement il y a des défis encore au quotidien, là. Mm. Voilà. Justement, si on revenait sur la- ils disent souvent c'est l'examen biomécanique de la feuille blanche, là. Dans le fond, tu pars avec rien puis tu le construis. Une des critiques, si on veut, mais une des critiques constructives que je trouvais là, qui avait été émise par rapport à cet aspect-là de faire les tests seulement sur si c'est pertinent et si c'est nécessaire, c'était l'acquisition d'expérience pour faire les tests. Dans le fond, je trouvais ça intéressant, puis c'était un bon point de vue pour que les étudiants soient habitués à bien faire les tests, de les former à les faire quand même dans un cadre universitaire au début de leur pratique, juste pour qu'ils aient l'expérience et c'est plus ils en font, plus ils vont devenir bons, puis après ça, ils pourront y aller au besoin, plutôt que de tous les faire effectivement. Puis je pense que la plupart des cliniciens, c'est ce qu'ils font dans le day-to-day. C'est qu'on, je, je me mets en fait dans le contexte de la plupart des cliniques que j'ai vues, de la plupart des cliniciens que j'ai vus ne vont pas nécessairement faire tous les tests systématiquement, ils vont aller au besoin, seulement quand ils jugent que c'est pertinent, mais il faut l'acquérir un peu aussi, cette vision-là de euh, savoir quand c'est pertinent à faire ou pas, et quand tu vas les faire, si tu les as pas fait depuis trop longtemps, tu auras peut-être perdu la main pour faire ces tests-là. C'était une des critiques que je trouvais qui était comme legit. Comment tu l'aperçois? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois de pertinent? Absolument. Ben, en fait, je pense que tu as tout à fait raison. Euh, tu sais, le problème avec ce genre de changement-là, de astic, Ouais, c'est que c'est dur d'anticiper tous tu sais, les endgames négatifs qui vont en arriver, hein. Dans le sens exact. que tu planifies le plus possible, mais finalement, comment ça va se passer réellement sur le terrain, ben, bon, c'est dur de vraiment tout savoir comment ça va aller. Ça, c'est une des choses qu'on a remarqué aussi. Euh, et maintenant, de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en troisième année, donc l'avant-dernière année, les étudiants font plus qu'ils ont vraiment besoin.
Ça, c'est vrai dans OK. toutes Fait les que ça s'est sphères de la appliqué finalement. pédiatrie, là. OK. Ouais, donc Ouais. de plus en plus, c'est comme ça qu'on l'intègre. Donc, les étudiants, par exemple, vont prendre la pression artérielle, ils vont prendre les pouls, ils vont faire des tests neurologiques à une première visite, ils vont faire des tests biomécaniques, plus qu'ils en ont besoin de faire, en troisième année. Bon, c'est un peu la règle de l'entonnoir, je sais, faire un Ouais, entonnoir, là. ça. À force Donc, d'en faire, à après force ça, tu juges. l'expérience qu'ils font, c'est qu'ils en font de moins en moins, là. Donc, maintenant, on l'a comme ramené plus comme ça. Justement, parce que tu as raison. euh, S'ils ne pratiquent pas assez, quand ça va être le temps de le faire, ils vont avoir des Ils mauvais vont être rouillés résultats un petit ou ils peu, ne seront disons. pas capables de le faire, là. Donc Mhm. maintenant, c'est un peu comme ça qu'on l'oriente. Pour qu'en quatrième année, ben là, on les force à faire l'entonnoir plus serré pour qu'à la fin de leur quatrième, ben, ils pratiquent comme ils devraient pratiquer comme un vrai clinicien expérimenté, là. Donc, Et justement, là, on parle des étudiants, c'est simple, entre guillemets, dans le sens que voilà, on va les former différemment. Mais pour des anciens podiatres qui ont gradué depuis longtemps, qui pratiquent de la même façon potentiellement depuis 10, 20, 30 années, ce serait quoi à ce moment-là ta suggestion là? Qu'est-ce que tu leur suggérerais de modifier selon ce que tu as lu, selon ce que tu as vu dans la littérature, et même durant l'enseignement? Comme, qu'est-ce que tu suggérerais pour qu'ils soit ils se mettent à jour? Qu'est-ce que tu suggérerais qu'ils changent peut-être dans leur façon biomécanique d'analyser? Ce serait quoi ton comment dire, ton point de vue et tes critères là-dessus, là? Qu'est-ce que tu dirais? Comment ça serait bon à appliquer pour le day-to-day, ben, ça vous faciliterait la vie. Mhm. en fait, le day-to-day, là, je pense que honnêtement, ben, pour se garder à jour, c'est sûr que lire la littérature, c'est ce qui est le plus simple. Ouais. Malheureusement, c'est pas tous les podiatres, tous les professionnels de la santé qui sont à l'aise de lire la littérature. Puis c'est pas tous les podiatres qui ont accès non plus. Donc, il y a beaucoup de paywall, là, Mhm. droits d'auteur, ou de paywall en français. Paywall, ça veut dire un droit d'entrée. Il faut que tu Ouais, payes c'est pour ça, avoir voilà. accès à l'information. Exact. Donc, quand tu es dans un milieu universitaire, tu as accès à tout, là, ou à peu près, là. Mais maintenant, en 2024, l'information est tellement disponible partout. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les podcasts. Donc, il y a des très bons podcasts en podiatrie. Malheureusement, pas celui de l'association, je vais tenter de faire là maintenant. C'est surtout en anglais, hein. Mais il y a beaucoup de podcasts, justement, que ça, vous écoutez régulièrement, ben, ça vous garde à jour dans un peu tout sans avoir à lire. Donc, si vous aimez mieux écouter que Écoutez, lire. exactement. Mais, en gros, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous faites, par exemple, un examen qui dure une heure, ou une heure c'est beaucoup, là, mais disons 30 minutes, vous faites 90% dans le vide, parce que vous en servez pas, ben juste de réduire, ça va vous donner beaucoup plus de temps pour baisser votre liste d'attente que la plupart des cliniques ont. Ça va vous permettre de voir plus de monde ou de passer plus de temps sur des explications aux patients ou dans des phases de la relation qui sont plus importantes. Donc, juste de diminuer le nombre de tests, ben, ça va vous permettre justement d'optimiser votre pratique clinique. Puis après ça, si vous décidez de les faire parce que pour vous, c'est important pour une raison X, Y, Z, ça n'a pas un impact négatif pour le patient, c'est pas la fin du monde. Il y a une différence entre faire un test qui n'est pas utile ou de prescrire un traitement qui est inutile. Donc, Ouais, faire par de la exemple, validation, c'est pas la fin du monde non plus, là. Exact. ouais, exact. Donc, à ce moment-là, tu sais, je suis pas non plus. Je suis pas. Non, tu sais, ça frappe pas aux portes des gens, là. Non, non, c'est ça. Mais par exemple, si tu prescris une orthèse pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, ben là, c'est différent. Là, la C'est une autre littérature, histoire. par Ouais. exemple, te dit X, Y, Z à faire, tu fais pas d'orthèse pour ça. Ben là, si t'en fais, il y a un problème. Mais si mais par exemple, tel test, il est pas bon parce qu'il est pas fiable puis les mesures sont pas bonnes, mais qu'au final, ton patient, il a pas une moins bonne prise en charge, ben c'est pas la fin du monde non plus. Tu sais, faut quand même relativiser, là. Aviez-vous pensé à faire des ateliers de mise à jour biomécanique? Je pensais à ça, mettons, à l'étudiant qui sort, qui n'a pas pratiqué depuis longtemps tel test, mais ça aurait été le fun d'avoir des capsules vidéo de chaque test, puis qu'ils puissent les revoir quand ils ont un blanc, ou même des ateliers une fois par année de genre, hey, venez pratiquer la biomécanique à l'université pour que les gens se remettent dedans un petit peu. Ça serait peut-être intéressant pour justement garder les gens à jour et de faire des sous pour l'université, pour la recherche. Ça serait, oui, très intéressant. En fait, c'est dans les plans 2020, avec la Ouais. pandémie approche. Puis là, finalement, on s'est comme un peu fatigué de la pandémie, de gérer tous les problèmes attachés. Bon, finalement, c'est comme un peu mort dans l'œuf, là. Mais ultimement, oui, je pense que ça serait une bonne idée
de créer un pont comme ça, que ce soit avec l'association, avec l'ordre ou même de façon Exact. indépendante, juste C'est de important. créer quelque chose, hein. Oui, éventuellement, je pense que ça va être une bonne idée. Le problème présentement à l'UQTR, c'est qu'on est un peu short staff, là. On est Ouais. en pénurie Pénurie de d'effectifs. main-d'œuvre. Ouais, donc il y a eu des congés maternité, des congés maladie, il y a eu des. Bref, il y a Mhm. eu, on a eu un contexte qui a fait en sorte que déjà le travail de l'UQTR était déjà très, très demandant, là. Donc, de faire des projets externes, ça venait un peu un Plus compliqué non-sens. les choses. Mais définitivement faire des ateliers pour justement la littérature, reprendre les journal clubs aussi, ça aurait été un truc intéressant. Je pense qu'il y en a il n'y en a pas encore pour l'instant. Je pense même pas qu'il y en ait en biomécanique, j'essaie de penser. Il y en a beaucoup pour la radio, mais je me rappelle pas de ma connaissance qu'on en a déjà fait. Ce serait un truc à explorer parce qu'effectivement, les gens ne sont pas assez exposés à la littérature. Euh, Peut-être même un petit email une fois par année pour dire voici les articles pertinents en pédiatrie que j'ai trouvés. Ce serait bien. C'est moins long. Et Euh, là, en décembre 2024, là, je t'enverrai une liste Parfait. Comme pour ça, je la différents. distribuerai après. Parfait. Comment tu vois les choses au niveau pédiatrique pour le futur, disons? Là, tu as fait une revue de la littérature, tu as vu un peu les étudiants qui graduent, tu connais un petit peu l'environnement pédiatrique actuel. Où tu penses que ça s'en va, puis où tu aimerais que ça s'en aille, si on veut le phraser comme ça. Là, c'est une question un peu plus philosophique. Ouais. Euh, Puis là, ben, rendu là, il y a vraiment des différences d'opinion, là. Mhm. Et bon, c'est un peu la beauté d'une profession aussi, là, quand t'as des opinions, des fois qui clashent, mais ça permet de discuter puis Trouver des solutions. de Ouais. trouver des solutions, là. Puis là, ben, présentement, on est en restructuration, justement, des plans du plan stratégique de l'ordre, où est-ce qu'on s'en va. Honnêtement, depuis 2014, quand on a gradué, Ouais. vraiment, t'sais, C'est plus la même profession, là. c'est Ouais. plus la même profession, là. On a des droits on avait plus. Honnêtement, en termes de médicaments, en 2014, on avait le droit de prescrire, ben, c'était des Skittles et des M&M, là. Plus ou T'sais, moins, ouais. on avait le droit de prescrire tout ce qui était en vente libre, ou à peu près, là. Puis on avait deux, trois exceptions, comme la cortisone, puis l'anesthésiant, là, puis la biomycine, mais honnêtement, on avait le droit de réprescrire, puis là, maintenant, on a une liste de médicaments incroyable, puis bon. Donc, c'est sûr qu'on a eu une grosse amélioration. Mais moi, je vais te poser une question juste avant de répondre. Mhm. Quel type de patients les podiatres voient plus au quotidien? En général. C'est une question complexe parce que ça va dépendre de la philosophie des cliniques, je te dirais. Il y a des cliniques qui vont être plus pardon, pas disciplinaires, mais euh, traitements, ils vont avoir de la dermato autant que de la biomécanique. Je dirais que la biomécanique représente minimum 50%, si ce n'est même plus, d'une pratique standard en pédiatrie, là. Bon. En fait, Puis l'autre, c'est exactement ça que je veux entendre. C'est que mhm, j'ai survolé là, ce matin le rapport d'État généraux de l'ordre, puis c'est ce qui ressort exactement. C'est que la ouais, majorité des cliniques, c'est des problèmes musculo-squelettiques, qui minimum. est appelé biomécanique, là, mais en fait, c'est des problèmes musculo-squelettiques. Puis moi, ce que j'aime pas présentement, où est-ce que l'ordre s'en va, c'est que l'ordre veut prendre, puis le l'ordre au sens large, là, Mhm. l'ordre incluant les membres, là, veulent aller dans un objectif de chirurgie, de soins des plaies. Mais moi, ce que je déplore un peu dans tout ça, dans les états généraux de l'ordre, je trouve que c'est ce qui manquait, c'est qu'on n'a pas demandé aux patients, ou très peu aux patients, si c'était quoi leurs besoins. Puis moi, je pense qu'au Québec, puis ça, c'est un projet qu'éventuellement, avec ma collègue Virginie Blanchette, on veut le faire, c'est de vraiment faire un état des lieux de c'est quoi les besoins en soins de pied, en santé des pieds au Ouais, Québec et au Canada. Puis moi, je pense, honnêtement, que la chirurgie et le soin des plaies, c'est pas la demande actuelle. Puis là, il y a un clash entre les deux. Il y a un équilibre à avoir entre les bodyguards veulent avoir une pratique intéressante pour aimer leur travail. Puis ça, je le comprends tout à fait. Et de l'autre côté, il y a les patients ils ont des besoins qui doivent être réglés, là. Donc, je comprends qu'un podiatre, c'est beaucoup plus intéressant de faire une chirurgie ou voir un cas complexe de plaie que de faire un soin de base, par exemple, qui est peut-être moins intéressant. Il y en a, je vais mettre un il y en a. astérix là-dessus. À cause de, une clinique est extrêmement dispendieuse à rouler. En staff, en équipement, les instruments de stérilisation, le nécessaire pour faire des orthèses, toutes les échographies, les machineries. Puis, tu sais, soins de plaie, c'est généralement une population qui a moins les moyens de nous consulter.
Puis nos tarifs, non, on peut pas nécessairement, tu sais, on est dans une réalité maintenant qu'on peut pas être, tu sais, abordable à ce point-là, parce que sinon on va fermer boutique dans les cliniques. Fait que définitivement, les soins de plaie, c'est embêtant. Ça, dans les cliniques, je vois mal l'avenir pour les plaies, à moins qu'elles soient subventionnées par le gouvernement. Quand il faut que les factures soient payées par quelqu'un, si le gouvernement veut qu'on décharge le système public, définitivement, on peut le faire en clinique, mais ce serait un beau travail de faire que des podiatres rentrent dans l'hôpital, par exemple, pour faire les plaies, comme c'est il y a plusieurs projets là avec Juliette, entre autres. Euh, mais c'est ça, d'orienter la podiatrie vers chirurgie plaie, sachant que 99% des podiatres travaillent en privé, puis qu'ils vont faire plutôt de la biomécanique, et ils vont beaucoup s'axer sur ça. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu être déconnecté c'est comme, on a une vision glamour de, par exemple, la chirurgie, c'est le fun, mais dans le quotidien, c'est quoi le volume de patients qui vont finir en chirurgie? Je dis souvent aux patients qu'on essaie d'éviter de se rendre à la chirurgie, si seulement c'est nécessaire qu'on a essayé les options conservateur avant de se rendre. Fait que, euh, ouais, je suis dans la même En fait, philosophie que c'est toi, là. exactement ça. C'est que là, Ouais, euh, les plaies, moi, je pense comme toi, je pense pas que ça se fait dans un contexte clinique privé que, à ce moment-là, tu sais, d'avoir un soin aux semaines, aux 2 semaines, à 90 la fois, c'est une population sans compter les pansements spécialisés, socio-économiquement là. faible, Ouais, ça marche pas, là, c'est impossible. Donc, nécessairement, ça passe par l'inclusion du podiatre en milieu de santé publique, exact. que ce soit à l'hôpital ou qu'il y ait un corridor d'accès. CLSC, Mais whatever. Mhm. mais je pense que, justement, la profession tend à vouloir s'orienter vers la chirurgie, le soin des plaies, intégré au milieu hospitalier. Mais moi, ce que je pense, puis les données semblent de plus en plus corroborer ça, c'est que ce que les podiatres voient comme cas en majorité, c'est des problèmes musculo-squelettiques. Et Ouais, les problèmes de plus en plus, notamment avec le vieillissement de la population, c'est des problèmes de douleur aux pieds. Donc là, on a une profession qui s'enligne vers, ben, qui veut se médicaliser, entre guillemets, mais le problème, c'est que les patients, c'est pas nécessairement ça qu'ils ont besoin. Donc là, je pense qu'il va falloir se poser la question où qu'on s'en va. On va avoir une pratique qui est challengeante, qui est stimulante pour les podiatres, ou on va avoir une pratique qui aide les patients, ou on essaie d'avoir un équilibre entre les deux. Mais j'ai rien contre d'aller, par exemple, en chirurgie, j'ai rien contre d'aller en soins non, des non, plaies. ça en prend de toute Je pense que c'est des façon. domaines super importants. Exact. Mais le day-to-day du podiatre, c'est pas la chirurgie, c'est pas les plaies, c'est les problèmes musculo-squelettiques. Fait que moi, je serais. Si c'était moi par exemple, là, tu me donnes feu vert, là, tu fais ce que Let's tu go. veux, moi, j'irais plus là-dedans. Puis il y a des pays qui l'ont essayé, notamment d'intégrer des podiatres dans le milieu hospitalier pour trier les cas orthopédiques, par exemple. Donc, au lieu de que ce soit le médecin, par exemple, qui réfère directement à l'orthopédiste, mais il y a un pré-tri pour tous les problèmes de pieds, chevilles, par le podiatre, qui lui, ben, il dit, OK, parfait, t'es un peu chirurgical, va voir l'orthopédiste, ou de dire, ben, toi, clairement, t'es pas chirurgical, fais X, Y, Z traitement. Si ça marche pas, viens me voir. Si ça marche pas, je t'enverrai à l'orthopédiste. Mais l'orthopédiste qui est payé, je sais pas, moi, 2 fois plus cher que le podiatre, ben, il a intérêt à pas voir ces cas-là. Ça coûte beaucoup moins cher au réseau de la santé. Puis d'un autre côté, l'orthopédiste est content. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est que des cas chirurgicaux. Puis le podiatre est Exact. content parce que lui, il est dans le milieu de la santé, dans le milieu hospitalier, puis c'est ça qu'il veut. Donc tout le monde est gagnant. Moi, c'est plus un modèle, puis ça c'est un des modèles. Je dis pas que c'est la solution pour les podiatres du Québec, mais je pense que c'est des modèles à explorer, de dire le podiatre en musculo-squelettique, biomécanique du pied, il est fort. Ben pourquoi on capitalise pas là-dessus? Alors que, justement, les patients qui viennent nous voir, ils viennent nous voir majoritairement pour ça. Donc, c'est un peu ma vision, c'est que je pense qu'on fait peut-être un peu fausse route en essayant de tout mettre nos œufs dans la chirurgie soins des plaies qui correspond à vraiment une proportion vraiment minime des patients qu'on voit. Surtout si on voit que certaines autres professions commencent à s'intéresser à ce qu'on fait dans un point de vue de, euh, pas une compétition de droit de pratique, mais il y a certaines professions qui n'ont pas nécessairement le bagage de formation qu'on a, qui veulent des fois rentrer, tu sais, je pense à l'orthèse plantaire qui commence à intéresser plein de gens parce que pas de gens, mais pas plein de professions, je veux dire. Parce qu'il y en a qui voient ça comme un domaine lucratif, puis je suis comme toujours en mode, l'orthèse n'est qu'une seule appareil dans la panoplie d'un traitement podiatrique qu'on fait, là. On a beaucoup d'autres actes que ça, mais c'est une partie intégrante que nous, on va faire le triage nécessaire pour juger si on l'a fait ou pas avant. C'est pas comme des bonbons qui sont distribués. Mais ça reste que, comme tu disais, la podiatrie, c'est fondamentalement de l'orthèse plantaire. Tu sais, minimum, c'est 50% d'une pratique quotidienne, voire plus, dépendamment des cliniques qui s'orientent là-dessus. Puis
l'orthopédiste, comme tu dis, c'est un chirurgien. Puis des fois, dans l'imaginaire collectif, l'orthopédiste est vu comme celui qu'on va voir pour des douleurs, mais en réalité, c'est le chirurgien. Ce serait d'éviter de le surcharger de cas de fasciite plantaire ou tu sais, d'entorse de base. C'est pas son dada. Un médecin de famille dans son quotidien, ça l'intéresse pas non plus. C'est mieux qu'on les voit puis qu'on décharge le système de santé par rapport à ça. Tu sais, le faire à deux vitesses. Je sais que les dentistes sont rentrés dans le système public puis ils n'ont pas été nécessairement les plus fans de ça. Mais d'avoir un principe à deux vitesses pour certaines pathologies, plaies, pas biomécanique, pardon, mais ce qui est musculo-squelettique d'urgence à l'hôpital, ça serait super. Tu sais, quelqu'un qui rentre pour une entorse, qui a des podiatres sur place qui peuvent le juger, ça serait idéal. Des ongles incarnés, c'est tout bête là, mais à l'hôpital, ils voient ça, ils savent pas trop quoi faire avec, ou ils les arrachent au complet versus nous, par exemple. Mais de là à dire qu'on est chirurgie, c'est une minorité, j'ai l'impression, puis on glamourise, tu sais, on glamourise, c'est un bon mot là, mais on rend ça plus glamour que ça l'est. Je suis d'accord que c'est le fun, ça en prend des chirurgiens, mais de mettre le focus là-dessus, ouais, je suis moins fan de ça. Je sais que par rapport au play, c'est que ça a été le fer de lance pour essayer de rentrer à l'hôpital, parce que c'est plus facile, je pense, d'aller chercher des datas. Tu sais, Joliette, ils ont fait beaucoup d'études avec, j'ai un blanc de mémoire. Sébastien Lins. Sébastien Hintz, merci. Pour aller voir en fait l'impact d'un podiatre pour diminuer le nombre d'amputations. Puis ça a été vraiment tu sais, un beau dossier, facile à présenter, puis qui argumentait bien pour ça. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'ils essaient de capitaliser sur ce gain-là et d'essayer de pousser. Mais faut juste pas garder les œillères et keep it open pour vraiment garder en tête que ben, la pratique dans le quotidien, les plupart des podiatres dans une clinique normale, c'est du musculo-squelettique, majoritairement. Puis, ouais, non, faudra faire attention pour pas non plus se faire, comment dire, perdre des droits de pratique parce on oriente notre énergie dans la mauvaise direction. Ben, en Mm. fait, moi, c'est un peu. Puis, pour faire du pouce à ce que tu viens de dire, moi, je regarde le modèle américain qu'on s'est beaucoup basé, qu'on a idolâtré un peu trop, à mon avis, là. Mais je regarde les podiatres américains, c'est devenu des chirurgiens podiatres, là. Exactement, ils Ils font que font de la plus des chirurgie, là. podiatres, ce sont des chirurgiens. Puis tout le côté, ben, je sais pas, la grande, une bonne proportion, disons-le comme ça, mais les podiatres américains, tout ce qui est traitement conservateur ou autre, ils en font plus, là. Ils font de la chirurgie en majorité de leur temps, mais en faisant ça, ils deviennent peu le temps spécialisés en chirurgie. Donc, autrement dit, en chirurgie, ils sont ça coche, là. Mais il Mais, remplace orthopédiste, en fait. Il va faire du genou ouais, et autres, lui, là, dans le fond, ouais. ben, en fait, c'est que tout le traitement conservateur, ils perdent leur expertise. Puis moi, je ne voudrais pas que la profession de podiatre prenne cette tangente-là au Québec, de dire on surspécialise tellement en chirurgie et en plaie qu'on oublie tout le reste. Je pense qu'il y a quand même Exact. cette partie-là, comme on disait tantôt, est importante parce que les patients, c'est ce qu'ils ont besoin en majorité, là. Surtout qu'on a une niche, tu sais, le pied-cheville, que à part nous, on somatise beaucoup de connaissances en un seul, tu sais, professionnel, parce qu'au final, on n'a pas inventé la roue, là. On fait juste regrouper tout ce qui se fait dans différentes professions en une seule personne pour faire les liens. Comme on disait tantôt avec la recherche, avec du médical versus de l'ingénierie, ben on est un peu l'équivalent, mais dans le pied où on regroupe des connaissances orthopédiques, des connaissances de dermato, des connaissances en vasculaire, mais dans le pied. Fait que c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on fait beaucoup de choses. Si on essaye de tout garder des œillères et de se focaliser sur deux choses, il y a un danger, effectivement. Faudrait faire attention à ça. Mais c'est un bon point que tu disais de faire un sondage auprès du public, là. C'est quoi c'est quoi la principale raison que vous avez consulté un podiatre dans les 5 dernières années? Puis, tiens, on va le voir assez rapidement, je pense, le pattern. Puis, dans les cliniques, de faire un sondage aux propriétaires, par exemple, de voir c'est quoi les statistiques de vos clients. Nous, on est capable de les sortir dans nos cliniques, qu'est-ce qu'on voit majoritairement, puis de faire une Et proportion. À mon avis, la plupart des podiatres propriétaires vont pas avoir trop de difficultés à partager les statistiques, sans nécessairement les chiffres, mais juste les statistiques de voilà le pourcentage que je vois de biomécanique, de musculo-squelettique dans mon quotidien mais là-dessus. au-delà de ça, tout ce que tu as dit, tout à fait, mais au-delà de ça, c'est surtout de cibler quel type de clientèle n'ont pas accès aux soins. C'est-à-dire, qui a des problèmes de pied qui n'ont pas accès, ou quel type de problème que personne n'a trouvé de solution à leurs problèmes. Je dis n'importe quoi, là. Disons là, qu'une fasciite plantaire, ce qui n'est pas le cas parce que les podiatres envoient le PL10 par jour, là. Mais disons qu'on dit la fasciite plantaire, ben, 4 cas sur 5, il n'y a pas de solution. Hmm. Mais là, c'est de dire, peut-être que la profession de podiatre pourrait
aller plus dans cette direction-là, de dire ces cas-là, en général, sont pas bien traités, donc il faut essayer de trouver une solution là-dessus. Tu sais, là, j'ai dit fascie plantaire, mais ça pourrait être comme musculo-squelettique au niveau du pied, par exemple, Oui, oui, que bref, ces gens-là valider le n'ont marché pas de solution. qui n'a pas été, Donc, il faut comment essayer dire, peut-être d'orienter traité, la disons ça comme ça. population pour dire, ben, peut-être que, je sais pas moi, on fait un corridor d'accès pour les pour Ah, musculo-squelettiques. ouais, ça a planté. On va éditer ça out. Parfait. Mais oui, Ouais, je pour sais en pas trop où revenir je t'en à... étais, là, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, ça, on parlait de où est-ce qu'on était rendu au niveau de l'intégration des podiatres et de faire attention à aller cibler le marché plus adéquatement, puis d'aller identifier des pathologies ou des conditions qui n'ont pas été bien identifiées et bien traitées par le système, puis de dive in là-dedans. Peut-être pour ça aussi qu'ils veulent focuser plus sur les plaies, parce qu'effectivement, si je vois un département que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le public qu'ils aiment traiter, là, les plaies, c'est des rendez-vous en quantité astronomique, puis les patients qui vont avoir des plaies sont des fois pas nécessairement les plus compliant en français, Ouais, les plus pas assidus d'erreur. avec, voilà, merci adhérents, avec leur plan de traitement. Donc, ça ajoute encore de la lourdeur au système. Mais de dire que dans le privé, où ça coûte des sous pour le patient et pour les cliniques, qu'on va être la solution pour les plaies, ce sera un truc à deux vitesses. Il faudra vraiment qu'il y ait un programme de subvention ou de travail avec les CLC. Si on peut diminuer le temps de guérir, pour la guérison en fait d'un patient, ce serait le best. Si je me compare, par exemple, c'est pas je me compare, mais si je m'analyse, on va beaucoup travailler avec les CLSC, par exemple, dans notre cas, on va aller faire un rendez-vous d'analyse, identifier la plaie, faire le traitement initial, mais les suivis quotidiens, on pourra jamais les faire. C'est vraiment avec le CLSC, puis on va travailler avec le médecin, puis essayer de faire. Mais tu sais, nous, ça donne bien dans notre secteur. On a un CLSC qui est très confortable de travailler avec nous. Est-ce que c'est le cas partout? Pas nécessairement. Euh, Si après ça, on doit parler avec l'infectieux parce qu'on suspecte quelque chose de plus grave, bonne chance, c'est compliqué. On réfère à l'urgence. Dans notre cas, ça va bien. Ils savent que si on envoie, ça va pour rien. Fait que la prise en charge est rapide. Est-ce que c'est le cas dans tous les secteurs? Pas aussi nécessairement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de bridge, de pont à construire là avec le système public-privé. Je pense aussi à des références tout bêtes, hein. On a des patients qui vont avoir besoin de chirurgie, justement. Puis on veut les envoyer chez l'orthopédiste, chez le podiatre, mais on n'a pas le budget nécessairement pour aller en clinique privée pour la chirurgie. Ben, ça doit passer obligatoirement par le médecin de famille pour une question de rémunération du médecin orthopédiste. Il ne prendra pas nécessairement la référence pour ça. Ça, c'est dommage. Ce serait des solutions faciles à aller, tu sais, à aller chercher avec le système public. Il y a du Absolument. travail encore à aller faire là-dedans. Ouais, j'avais entendu dans un congrès, je sais pas à quel point la statistique est exacte, là, mais que les gens qui vont avoir des ulcères au pied, c'est un tiers d'un tiers. Donc, un tiers des gens vont être diabétiques, un tiers vont avoir de ces gens-là vont avoir un ulcère. Donc, on parle de, Ouais. disons, à peu près une personne sur 9, une personne sur 10. Donc, au Québec, on est quoi, 8 millions, à peu près? Je sais pas la dernière recension, mais ça fait 800 Bisous. 000 personnes au Québec qui vont être diabétiques avec des ulcères. Puis bon, les chiffres sont peut-être pas exacts, là, je suis pas un expert en diabète, En là. stats? En stats, c'est encore moins. Mais, tu sais, blessures musculo-squelettiques, les gens qui ont des blessures musculo-squelettiques au pied dans leur vie, on frôle le 100%, là. Tu sais, on est à 90-95 et plus, là. Euh, donc, je pense qu'une niche, là, quand même, à exploiter. Exact. Si tu avais un mot pour clôturer un peu la rencontre, un mot général pour la podiatrie, que ce soit pour les podiatres, les étudiants ou pour même l'ordre des podiatres. Ah, ben, un mot de clôture, là. Euh, je pense que ce que j'aimerais, du moins, je vais plus le faire sous forme de souhait. Euh, Ce que j'aimerais, c'est que les podiatres comprennent que la recherche n'est pas contre eux, mais pour eux. Donc souvent, la perception qu'on a de l'extérieur, c'est que la recherche limite nos droits de pratique ou limite de ce qu'on devrait faire. Mais la recherche, ça sert vraiment pas à ça. Tu sais, le but, il n'y a pas un chercheur qui se lève à chaque matin pour dire ah, moi, je veux restreindre les droits d'une Ouais. profession. En fait, la recherche, elle vise à répondre à des questions, ça vise à trouver des solutions. Puis des fois, la recherche démontre exactement ce qu'on pense. Puis c'est exactement, on dit, ah mon Dieu, ça me prenait exactement cette recherche-là La bourre like, pour oui. valider ce que je fais. Mais malheureusement, des fois, la recherche montre l'inverse de ce qu'on fait, puis en fonction d'applique, ça fait partie de tout ça. Mais la recherche, si on n'a pas ça dans une profession, ben, c'est voué
avoir une profession basée sur des données qui sont pas crédibles. Donc, on peut pas se permettre en tant que podiatre, en tant que des en tant que groupe de podiatre, Profession. Hein? est-ce qu'une profession exacte de ne pas investir en recherche parce que sinon, mais on peut pas crédibiliser une profession sans données probantes. Puis les données probantes passent par la recherche. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde dit que la recherche est important, mais personne s'implique. Ça, c'est la première des choses. Personne ne veut faire l'effort. Et personne ne veut valoriser la recherche. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que justement, là, on entendait tout le temps ça. Là. Moi, j'entends souvent ça. Ah oui, la recherche, c'est vraiment important. Et j'ai sorti justement le rapport d'état généraux là, de l'ordre. Puis sais-tu combien de passages qui parlent qu'il faut valoriser la recherche? Il y en Combien? a un, il y a une ligne. Et elle est couverte par le formatage du document. Ah, j'adore. Donc, il y a une note en bas de page, là. Donc, c'est comme par-dessus la note en bas de page. C'est une ligne bleue, ou je me rappelle plus quelle couleur, bord en bord de la citation qui me dit qu'on investir en recherche. Donc, pour moi, c'est très parlant, là. C'est que, au-delà, puis je dis pas que les podiatres sont contre la recherche, là, mais je pense qu'on a un gros travail, puis ça, c'est mon travail avec mes collègues chercheurs, de démontrer l'importance de la recherche pour que la profession soit beaucoup plus portée à investir en recherche, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer comme profession au-delà de tout le reste. Si on veut avoir des nouveaux droits, des nouvelles actes, si on veut montrer l'importance d'un podiatre au milieu hospitalier, qu'on veut montrer l'importance de la population, ça prend de la recherche, ça prend des données tangibles, puis ça passe. On n'a pas le choix, ça passe par la recherche. Merci beaucoup. C'était Oui. définitivement un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Puis probablement qu'on va se reparler dans les prochains mois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher. Petit jeu de mots avec la recherche. Euh, Absolument. comme information et comme comment dire, comme complément de données là-dessus. Puis ouais, là, définitivement, on va continuer à essayer de faire avancer la podiatrie dans la bonne direction. Puis on prend en note tout ça. Merci de l'invitation, puis j'attends la prochaine, je pense qu'on a encore plein de choses à discuter. Oh, yes.